Et nous recevons à présent le ministre de la Santé, Cédric Mercadal. Monsieur le ministre, Yorana. Yara. Alors, vous venez de le voir, hein, la surprise de ces retraités qui ont dû payer leur transport par le SMUR. Est-ce normal de payer l'ambulance pour se rendre à l'hôpital? C'est pas normal, il faut le dire. Mais il y a des textes qui sont existants depuis 1995 qu'il faut toiletter absolument aujourd'hui parce qu'on se retrouve dans des cas de figure qui sont aberrants. Aberrants parce que quand on est malade, on doit être pris en charge et ce n'est pas au regard d'un régime d'affiliation ou au regard d'une condition dans laquelle on est monté dans l'ambulance que l'on doit recevoir une facture ou pas. C'est un droit pour la santé des gens. Il faudra travailler ensemble pour améliorer cela et c'est ce que mon ministère est en train de faire. D'accord. Il semble y avoir un vide juridique, hein, sur ce sujet, en fait. Tout à fait, c'est un vide juridique qui existe depuis 1995, dû aux accords de coordination. Ces gens-là, ils sont sécurité sociale. Quand c'est la DGF, la délégation globale de fonctionnement qui concerne les régimes polynésiens, pas de problème. Sur les sécu, il y a une difficulté. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, on n'ait pas réglé ça et on le changera. Alors, dites-moi, monsieur le ministre, 26 chefs, hein, de service de l'hôpital de Taoné menacent ou ont menacé de démissionner car il manque de moyens humains et techniques. Ces démissions sont-elles actées? Les avez-vous rencontrées depuis leur annonce? Alors, les démissions, j'entends la difficulté du CHPF depuis très longtemps. Depuis que je suis arrivé au gouvernement, je les ai reçus, j'ai reçu tout le monde. Je reçois très régulièrement la communauté médicale d'établissement, tous les 2 mois. On fait le point sur la situation, on avance ensemble. Au moment du budget, ils m'ont fait part de leurs difficultés. On avait prévu 1 milliard de plus pour eux. On allait jusqu'à 1,7 milliard et je m'étais engagé à leur donner 1,7 milliard. Et ils m'avaient dit autre chose. Ils m'ont dit on n'a pas envie que ça serve à payer les dettes du passé quand on donnera la subvention. Ce que l'on a fait. Pour éviter cette situation, j'ai donné 1,9 milliard de plus 150 millions pour une sauve parce que les urgences en avaient vraiment besoin et ce sera pérennisé. En gros, je suis allé bien au-delà de ce que j'avais promis. Aujourd'hui, je donne quasiment 3,5 milliards qui ont été votés par l'Assemblée lors du collectif de vendredi. Donc on met les moyens nécessaires pour aider nos professionnels. Justement, les avez-vous rencontrés? C'est un moyen pour vous aussi de justement venir en aide et au secours de Oui, l'hôpital. complètement. C'est qu'il faut venir au secours de cet hôpital. Mais cet hôpital, il y a des difficultés qui vont au-delà de ça. Il va falloir que l'on pérennise un certain nombre de postes. Parce que amener une subvention, c'est bien. Mais quand elle est annuelle, l'année d'après, les CDD tombent, ils se retrouvent dans la même difficulté. Donc on va pérenniser un certain nombre de postes dans le prochain collectif. Et c'est amener des investissements complémentaires. Dans ce collectif, il était prévu pour le fonctionnement. On va avoir un autre collectif qui va être prévu pour l'investissement. Et on va mettre encore 700 millions pour l'investissement dans cet hôpital parce qu'il faut l'aider. Et c'est ce qui est prévu. Justement, lors de la séance du collectif budgétaire, hein, la représentante Tavni Sylvana Tiato a décrit en substance que les moyens à financier mis dans l'hôpital étaient de plus en plus importants et ne guérissaient pas les gens, puisqu'il y a de plus en plus de malades. Cautionnez-vous ces propos? Il y a de plus en plus de malades en Polynésie parce qu'il y a un état de santé de notre population qui est terrible. Un vieillissement de la population d'un côté et une mauvaise alimentation de l'autre, il faut dire les choses. 74% de nos Polynésiens sont en surpoids. Il faut faire quelque chose. On va prendre des lois qui seront contre les produits toxiques pour favoriser vers la meilleure alimentation aussi. Mais on va prendre aussi des dispositions relatives à la santé primaire, c'est-à-dire à la promotion de la santé. Ce qu'on a fait avec les dentistes il y a quelques années, on va le faire, mais de manière généralisée, pour inciter les gens à faire plus de sport, plus d'activité physique, se prendre en main, faire en sorte que leur santé soit au cœur de leur vie quotidienne. Justement, donc, contrairement à ce qui a pu être dit, vous allez investir encore un peu plus dans la santé, pour la On, prévention surtout. on va investir aussi dans la prévention. Il y a 2 caps d'investissement qui sont aujourd'hui le soin, parce qu'on a un hôpital qui périclite, qui a besoin de cet argent. On a des hôpitaux périphériques qui en ont besoin aussi, hein. La direction de la santé et sera financée lors d'un prochain collectif. Il faut investir dans le soin, mais il faut investir aussi dans l'humain. Et c'est double, les doubles actions qu'il faut donner. Il faut axer sur la prévention aussi, très fortement, et une prévention de terrain qui fera que l'on changera nos habitudes.
Est-ce qu'il y aura possibilité d'introduire plus de médecine traditionnelle dans les pratiques hospitalières? Ah, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On a des tradipraticiens ou des néo-traditiens, tradipraticiens comme aime à l'appeler Taoté Para du service de pneumologie. On a des expérimentations qui sont en cours depuis quelques années et qui fonctionnent plutôt bien. C'est-à-dire que les personnes qui sont tradipraticiens à l'hôpital font aussi attention à la sécurité des gens au regard de la posologie, de la médecine conventionnelle. Donc associer les deux avec de vrais résultats, parce qu'il y en a, il faut continuer et aller dans ce sens-là. Le seul oncologue de l'hôpital arrive à terme de son contrat, hein, au mois d'août. Y a-t-il des candidats pour le remplacer? Il y a un travail très fort sur l'oncologie à l'hôpital, parce qu'il y a une vraie difficulté à avoir des oncologues partout dans le monde. Il faut voir que les Calédoniens, par exemple, ont embauché 2 Italiens qui parlent français pour faire de l'oncologie dans leur hôpital. C'est une vraie difficulté et une denrée rare. On fait tout ce que l'on peut, on a activé tous les réseaux pour avoir les oncologues à l'hôpital parce que c'est une chose qu'on ne peut pas laisser comme ça. Ce qui rendra le déficit de la CPS plus important. Combien coûte l'évacuation sanitaire en France pour un patient atteint d'un cancer? Ah, tout dépend du type de cancer, tout dépend de plein de choses. Les évacuations sanitaires coûtent cher de tous les cas. Quand on les envoie en métropole, c'est de l'ordre aujourd'hui de la radiothérapie. Je peux te donner un exemple très concret. C'est un appareil de radiothérapie qui n'était pas fonctionnel cette année pendant 6 mois. Ça nous a coûté 300 millions pour renvoyer toute la file active en métropole. Mais c'est surtout la perte de soins. Voilà, c'est une perte de chance. Je préfère que les gens soient soignés chez nous parce qu'il est important qu'on soit au plus près de nos familles quand on est dans cette situation difficile. Comment allez-vous faire pour régler le problème de la PSG? Ah, le problème de la Un autre PSG, dossier, ça. c'est un vrai dossier. Moi, j'ai décidé d'avoir 3 axes cette année. On va revoir les affiliations parce qu'aujourd'hui, c'est des affiliations qui sont construites depuis 1995 et qui créent des incohérences et des aberrations telles que celles que tu as décrites tout à l'heure relatif au SAMU. Mais il y a celle aussi du USDF qui a coûté 12 millions à l'hôpital et qui est arrivé avec une facture comme ça. C'est les aberrations du système. Donc il faut revoir ce système-là. Dans un deuxième temps, on va travailler sur le contrôle sur 2 axes. D'une part, on va travailler sur le contrôle des actes de l'assurance maladie, parce qu'il faut réformer aussi l'assurance maladie pour soigner bien, soigner mieux, mais soigner ce qu'il faut, et pas avoir une dépense incontrôlée. Et d'autre part, un vrai contrôle de terrain, qui va être au niveau des cotisations, des prestations et de l'assurance maladie, mais on va renforcer les moyens de contrôle parce que c'est les 3 axes nécessaires pour remettre notre système en place. Monsieur le ministre, rapidement, ça fait un an que vous êtes donc en charge de la santé. Que retenez-vous de cette première année? Ah, une vraie année très intéressante, très compliquée, très intense, mais deux actions fondamentales moi, qui m'ont marqué. C'est d'une part avoir pu faire l'arrêt de travail dématérialisé, parce que pour moi c'était important de pouvoir via un smartphone quand on est au fond de son lit pouvoir appuyer sur le bouton et dire ben j'ai pas besoin de me déplacer, mon employeur est au courant, la CPS aussi, je suis en toute quiétude et ça doit changer le quotidien des gens et c'est le but de toute loi et toute action politique. Et c'est dans un deuxième sens c'est la réouverture de l'école d'infirmière. C'est quelque chose, on l'a fait en 7 mois, ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé. Et ça va ouvrir dès septembre cette année. Merci beaucoup, monsieur le ministre, Voilà. d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Marouroumet.